Bonjour à tous. Et nous avons le plaisir et surtout l'honneur d'accueillir aujourd'hui Gary Victor à une causerie intitulée Gary Victor par lui-même. Donc, comme ce thème l'indique, Gary Victor va parler de lui et de son œuvre que vous avez sans doute déjà lu, que vous connaissez assez grandement. Mais aujourd'hui, ce sera différent parce que c'est l'auteur qui va parler de son œuvre. Ce ne sera pas un admirateur, un critique littéraire, mais ce sera l'auteur. Donc c'est l'originalité de la chose. Mais je n'ai pas présenté Gary Victor que vous connaissez tous et qui se passe de présentation. Et nous avons également avec nous quelqu'un qui se passe de présentation et qui va nous faire une lecture scénique, qui est Daniel Marcelin. Il est homme de théâtre. Il a fondé notamment le Petit Conservatoire de Port-au-Prince. Donc, avec Gary Victor Victor, et je voudrais vous demander de les applaudir, s'il vous plaît. Donc, la première question serait non de savoir qui est Gary Victor, mais de savoir ce qui l'a motivé à être Gary Victor. Donc, M. Victor, la parole est à vous. Parlez-nous, s'il vous plaît. Bon, bonjour tout le monde. Il n'y a rien de plus compliqué que de parler de son œuvre. Il y aurait tellement de choses à dire, différents moments. Bon, rapidement, je dirais que je n'ai jamais pensé à devenir un écrivain. Et je me rappelle simplement que tout jeune, j'étais un passionné de lecture. J'aimais lire. Et j'aimais lire surtout des romans. Je me rappelle quand j'étais en secondaire, alors que tous mes amis lisaient de la poésie, c'était un texte et tout. Moi, je ne lisais que des romans policiers, tu vois. J'ai dévoré Rescue Saint-Lucien, Jules Verne, tout ce qu'il y avait comme roman policier, Agatha Christie, Chester Himes. Donc en fait, j'étais un grand lecteur et surtout aussi un grand lecteur de romans de science-fiction. Donc, des gens littéraires qui n'étaient pas du tout appréciés en Haïti parce que nous sommes très proches de l'école française. Ce sont une forme de littérature qui est considérée par ce qu'on appelle la nomenclature littéraire parisienne comme de la sous-littérature. Mais en fait, moi, c'était ça, ma littérature, c'est ce que je lis. Et à un certain moment, à force de lire ces romans, j'ai un jour voulu écrire mes propres récits. C'est ainsi que mes premiers textes ont tous été des textes fantastiques, parce que j'aimais beaucoup des auteurs comme Edgar Poe, Lovecraft, les auteurs fantastiques allemands, américains, russes, tu vois. Donc moi, c'était ça ma littérature, tu vois. Donc en fait, j'ai commencé à écrire comme je lisais. Donc j'étais à la fois doublement lecteur. Je lisais les autres et je me lisais. Donc c'était vraiment ce plaisir pour moi d'écrire. Et à un certain moment, je me rappelle au premier Canada haïtien, il y avait un frère qui disait, mais tu vas loin, tu as une imagination extraordinaire. Et même mon père, qui n'était pas du tout précis, n'était pas du tout fiction, il me disait toujours, parce que de temps en temps, il lisait des textes, il me disait, mais pour petit bonhomme, ça, jeune,
avec l'inspiration. Et puis, comment c'est arrivé? Mon père avait un ami à lui qui était rédacteur en chef. C'était à l'époque le journal de Nouveau Monde. Et puis, il m'a emmené à ce rédacteur en chef en lui disant, mon fils écrit le très beau texte, il pourrait chaque semaine publier un contenu nouvelle. C'est ainsi que j'ai commencé à publier chaque semaine au Nouveau Monde un conte, une nouvelle. Et c'est ce qui explique peut-être et certainement la relation que j'ai eue constamment avec les médias. J'ai constamment publié dans les journaux, et ensuite à la radio où j'ai travaillé énormément avec Daniel Boss. Et c'est ainsi que j'ai publié mon premier recueil de nouvelles, il y avait à peine 21 ans, qui s'intitulait Symphonie pour demain. Et je me rappelle que je m'étais fait dévorer par certains critiques à l'époque, parce que imaginez un jeune de 20 ans qui publie des textes fantastiques, des textes un peu d'anticipation, alors que pour être dans les en Haïti, il faut écrire des romans un peu comme Jacques Oumet, des romans paysans, des romans politiques, tout et tout, alors que moi je faisais totalement autre chose. Et moi, je pense que ce qui m'a caractérisé, c'est que moi j'ai toujours voulu faire autre chose. Justement, et pardonnez-moi de vous arrêter, vous êtes un auteur atypique, je dirais, dans la littérature haïtienne contemporaine. Donc, par exemple, la plupart de vos contemporains, des écrivains contemporains haïtiens, ils ont commencé par la poésie, et vous n'avez jamais écrit de la poésie. Pourquoi? Non, parce que comme je l'ai dit, j'ai seulement lu du roman. Bien sûr, j'ai lu de la poésie, mais c'est toujours la fiction qui m'a intéressé, tu vois. Parce que, je dois dire aussi, très tôt, j'ai toujours eu un regard sur mon lieu, sur ma ville, sur mon vécu. J'aimais écouter les contes quand j'allais en province. J'aimais écouter les contes, tu vois, les vieux me racontaient. J'étais fasciné par la mythologie, par les croyances. Donc moi, j'étais vraiment uniquement dans la fiction, tu vois. Donc je n'ai fait que ça, écrire la fiction. Même si je pense que dans la fiction, il y a aussi de la poésie, tu vois. J'ai beaucoup de textes, je pourrais dire, beaucoup de romans qui ont aussi des passages poétiques, mais effectivement, je n'ai jamais écrit de poème en tant que tel. Je dirais que votre poésie, c'est l'apparente simplicité qu'il y a dans votre œuvre, parce que vous n'êtes pas, par exemple, comme Lionel Trouillot. En fait, je ne reproche rien à la littérature de Trouillot, mais vous écrivez, je dirais un peu comme Dany, un style simple, mais c'est une apparente simplicité. Ça demande du travail pour écrire simple. Oui, ça demande du travail, mais je pense aussi que c'est une manière de voir la littérature. Il y en a qui disent, par exemple, qu'ils privilégient la langue, ils privilégient la phrase. Moi, je privilégie le côté anglo-saxon, moi, je privilégie le risque. Je privilégie les personnages, je privilégie l'univers que je crée. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Un romancier, c'est avant tout la situation, les personnages, sa manière de manier les personnages, de les mettre en relation les uns avec les autres. C'est ce qui fait avant tout, c'est ce qui a fait avant tout un bon roman. Et en plus, c'est qu'en Haïti, nous sommes dans un lieu où il y a tellement de choses à raconter, tellement de choses à dire. Et c'est ce lieu qui a fait de moi ce que je suis, parce que, comme je l'ai dit, j'ai grandi à Port-au-Prince, pour aller très rapidement. J'ai grandi à Port-au-Prince, je ne connaissais pratiquement rien à la campagne, une petite famille de classe moyenne relativement aisée, je rentre à la faculté d'agronomie, et pour la première fois, je rentre en contact avec le monde paysan. Je me rappelle en deuxième année d'agronomie, je passe une semaine avec une famille paysanne, et là, je suis totalement renversé de découvrir deux pays. De découvrir deux pays en dehors. Et ça, c'est le choc. C'est un choc qui me plaît. J'ai connu deux chocs dans ma vie. Cette semaine que j'ai passée à la campagne, avec une famille paysanne, et la mort de mon père, comme je l'ai écrit, à moins de 200 mètres du bureau du président de la République.
Je me suis rendu compte, voilà qu'il y a des femmes qui accouchent à même le sol, des rats dévorent des nouveau-nés, un homme très connu qui meurt parce qu'il n'y a pas de, il n'y a rien, pas de bonbonne d'oxygène, et le bureau du président de la République est à 200 mètres. Et là, pour moi, c'est hallucinant. C'était encore plus hallucinant, pas même que de découvrir ça à ce moment, c'est de me dire, mais comment se fait-il que personne ne se rend compte que des femmes accouchent à même le sol, à moins de 200 mètres du bureau du président de la République. Tu vois? Et le problème, le pire, c'est que rien n'a changé. Et le pire, c'est que jusqu'à présent, rien n'a changé. Et voilà, donc j'aimerais bien que Daniel lise un extrait justement qui fait référence à la mort de mon père, à cet épisode pour moi qui est. Je ne tenais pas les éléphants en haute estime jusqu'au jour des funérailles de mon père. Mon jeune frère, pourtant, 20 ans plus tôt, tenta de m'intéresser à la vie de ce pachyderme disgracieux à travers les aventures de ce personnage célèbre créé par un auteur dont je ne me rappelle plus le nom. J'avais bu une bouteille de vin sans me soucier du cru, dans l'espoir d'apaiser ma douleur et de me mettre en état d'apesanteur afin d'affronter ce moment si difficile de la séparation. J'allais découvrir une plus grande souffrance encore, voir défiler devant un être aimé où ce qui en restait toute une humanité fausse, hypocrite, guettée, s'ingéniant à jouer de la compassion, s'inclinant obséquieusement devant le cercueil à moitié ouvert, plongé dans un océan de fleurs. Les hommes et les femmes passaient avec des pensées qui les avaient exprimées, auraient dévoilé l'étendue des ressentiments, de la jalousie, peut-être même de la haine pour un homme dont le choix de vie et surtout les réflexions portées par une écriture sobre et élégante jetaient une lumière crue sur la déchéance et la miséricorde, la misère morale de la cité. Je n'irai pas jusqu'à prétendre qu'une âme ici ne se drapait dans un vrai et profond regret pour rendre hommage aux disparus, dont la discrétion et l'humilité rendaient insupportable son immense culture et son talent à jongler de manière aussi raffinée avec les subtilités d'une langue perçue pour des raisons qu'on comprenait facilement, comme celle du colonisateur. J'étais assis au premier rang, réservé à la famille. Ma mère à côté de moi gardait un calme solennel. Les femmes s'abandonnaient à des manifestations triviales de douleur, peut-être des simulations mondaines. L'une se laissa tomber sur le sol en proie à des mouvements rectiliens comme possédés par un esprit du panthéon vaudou. Je tendais mécaniquement la main aux parents et amis qui lâchaient les formules habituelles de consolation, telle une pluie de cendres froides. Devant le cercueil s'exhibait sa fausse honte, un voyeurisme malsain, un soulagement parfois jubilatoire de s'apercevoir vivant. J'aurais voulu effacer d'un geste ces gens penchés sur le cadavre, mais jointes, tête baissée, se tardant trop pour que cela soit naturel, affichant maladroitement un air de circonstance, signe de croix obligatoire avant de saluer les membres de la famille. Ensuite, certains laissent lutiner dans les allées du parloir en attendant la messe funéraire. Les tête-à-tête ignoraient probablement cet homme mort à 333 mètres du bureau du président de la République, dans un hôpital sans service d'urgence, préférant certainement faire écho aux rumeurs qui annonçaient la chute prochaine du dictateur. J'avais senti une solitude gluante, glaciale, sans rapport avec la mort de mon père. J'entrevoyais déjà ma propre mort.
ce qui restait de moi livré en pâture à la compassion hypocrite des uns, à la morbide satisfaction des autres. Heureux d'être en sursis. En même temps, j'ai découvert la grandeur et l'intelligence de l'éléphant qui, bien que grossier en apparence, a l'élégance de se retirer du monde dès qu'il entend l'appel de la mort. Alors, il s'enfonce au plus profond de la forêt, marchant instinctivement vers la nécropole de son espèce, afin qu'il ne lui paisiblement. Ce n'est pas la mort qui est une désillusion, c'est l'affaire à spectacle. Daniel Vincent vient de lire un extrait de L'escalier de mes désillusions. Monsieur Victor, vous avez quelque chose à dire? Oui, parce que c'est émotionnellement très fort d'entendre lire ce texte, parce que comme j'ai dit, c'est un mouvement très, très poignant de ma vie, et la mort de mon père, que j'ai vécu personnellement et que j'ai raconté au moins dans deux ou trois moments. Il faut dire aussi que ma production a connu deux périodes. Une première période avec tout le flot de livres que j'ai publiés chez Vendailleurs. Et là, il y a quelque chose que j'aimerais raconter. J'ai publié un roman très intimiste que j'aime beaucoup, qui s'intitule Le cercle des époux fidèles. Là encore, dans ce roman, ce roman raconte un peu la douleur de ma première séparation avec ma première femme. On allait vers le divorce, c'était une période extrêmement douloureuse pour moi et j'ai écrit ce roman. Et très intimiste, que j'aime beaucoup. Et quand j'ai soumis ce roman à mon éditeur en France, elle n'a pas aimé, c'est une femme. Alors, Vendailleurs, c'est une grande édition qui s'intéresse beaucoup plus, très politique, très à gauche, et qui voulait surtout des romans où on parle de la dictature, de tout ce qui intéresse un petit peu ce milieu de gauche en France, tu vois. Donc c'est ainsi que j'ai publié un tas d'autres livres comme Arrêter le parallèle, comme La princesse Sortilège, le Batalopoli, tout et tout, alors que le cercle des époux fidèles, je l'ai laissé un petit peu dans les tiroirs, même s'il a été publié en Haïti. Mais moi, j'étais comme un peu frustré parce que pour moi, c'était un roman essentiel, tu vois. C'était vraiment un roman où je parlais de moi, sans oublier le pays, parce que quand même dans le cercle des époux fidèles, ça se déroulait à une époque extrêmement difficile, extrêmement houleuse, et ça m'ennuyait que ce texte n'ait pas été publié, tu vois. Mais quand même, j'ai publié d'autres textes, et à un moment, il y a un autre éditeur français qui m'a contacté sur Libré, et il m'a dit, j'adore ce que tu fais, Gary, mais moi, j'aimerais autre chose. Je ne veux pas des trucs politiques avec tout le temps, dictature, toujours les mêmes trucs qui reviennent. J'aimerais quelque chose qui sera plus personnel. Et je me suis dit, mais alors, c'est autre chose. J'ai le cercle des époux fidèles. Mais je n'ai pas repris le cercle des époux fidèles. J'ai écrit Maudit éducation. Exactement. Et tu vas voir que Maudit éducation prend totalement ses racines dans le cercle des époux fidèles. Et tout ce que j'ai publié après, Maudit éducation, les illustrations, les temps de la cruauté, prennent source dans le cercle des époux fidèles. Tout à fait. Comment avez-vous pu approcher l'autofiction? Quel regard portez-vous sur la littérature, sur les littératures autofictives et tout? Et il y a également le personnage Talbosier qui vous ressemble un peu, donc nous aimerions que vous en parliez également. Pour moi, l'autofiction, c'est... Pour moi, c'est la vraie littérature.
Parce que l'autofiction, c'est l'auteur. Une vie, c'est toujours un roman. Et chaque vie a ses moments particuliers. Chaque vie a ses moments douloureux. Tu vois? Et quand on arrive à photographier ces moments, et bien qu'on arrive toujours à faire des trucs totalement extraordinaires. Et c'est pour ça que je trouve que l'autofiction, d'autofiction, de toute manière, c'est la réalité, c'est simplement parce que l'auteur parfois mélange fantasme et réalité. L'exemple que j'aime donner, et c'est dans mon livre d'éducation, j'ai raconté l'épisode de ma vie qui m'a aussi marqué. J'étais au collège canado-haïtien, à l'époque, il y avait des jeux de correspondance. Je l'ai raconté dans mon livre d'éducation. Et moi, je correspondais avec une jeune fille, une jeune fille qui avait comme pseudonyme Cœur qui sait, et moi, j'avais comme pseudonyme Furet Noir. Et moi, je me présentais comme un jeune homme qui était affine, tu vois, une femme qui était un peu dans ce genre, bohème, tu vois, un jeune homme bohème, tout et tout. Alors qu'en fait, j'étais un jeune homme totalement timide, qui avait même peur de regarder une femme dans les yeux, tout et tout. Voilà, donc je présentais une image totalement fausse de moi. Tandis qu'elle, j'étais certain que tout ce qu'elle écrivait était la vérité. Elle m'avait même raconté, par exemple, le suicide de sa sœur. Il tout raconté dans ce roman. Sauf que le jour de la clôture de ce concours de correspondance, on devait se rencontrer. Chaque correspondant devait rencontrer sa correspondante. Et moi, quand j'ai rencontré la mienne, j'étais tellement timide, à un moment, j'ai fui. Parce qu'elle s'est rendue compte que ce n'était pas du tout la personne avec qui elle correspondait. Je n'ai jamais retrouvé cette fille, je n'ai jamais vu même une fois. Mais sauf que dans le roman, je la rencontre. Donc, c'est ça un petit peu l'autofiction. Tu pars sur un épisode vécu, tu vois, et à un certain moment, tu fantasmes, tu vois, tu dis, mais qu'est-ce que cela aurait été si j'avais fait autre chose? Donc c'est là que maintenant, on passe un peu dans la fiction, mais qui est plutôt, je parle du domaine du fantasme. Donc dans beaucoup de mes romans, c'est un peu ça, même dans La piste des sortilèges, où j'ai beaucoup fantasmé, dans la langue des rues parallèles aussi, j'ai beaucoup fantasmé dans la langue des rues parallèles. Et on a fait avec Solidaire Moi et Daniel Bossin, on a écrit une pièce de théâtre comme ça, un jouant à deux, Anastase, tu vois, comme ça, tu vois. Et donc, mais il faudrait, vous avez parlé pas mal de vos romans, des choses un peu plus personnels comme Le cercle des êtres fidèles ou Mots d'éducation, mais nous aimerions que vous parliez également de votre premier roman, et Cœur de Mambo, je crois, non? Oui, Cœur de Mambo, c'est mon premier roman, qui est pour moi un roman assez spécial. Mais pour comprendre Cœur de Mambo, il faut aller un petit peu une année auparavant, avec la sortie de... Symphonie pour le même, non? Non, avec Sanson Pibiri. Sanson Pibiri, du profil de l'homme du peuple. C'est là où je crée le personnage de Sanson Pibiri. Et parce que ce qui est arrivé, j'avais publié auparavant Albert Buron pour profil d'une élite. Que Daniel a joué, a interprété l'année extraordinaire. Tu vas dans Albert Buron. Et un éditeur m'avait dit, Gary, tu as créé ce personnage de bourgeois, de la classe moyenne. Il faut que tu crées aussi un personnage du peuple. Et puis j'ai créé Sanson Pibiri, tu vois. Et Sanson Pibiri, par la suite, a donné Claire de Mambo. Et Claire de Mambo représente un moment assez particulier de ma vie. C'était l'époque où je travaillais comme agronome, où j'étais souvent en province, tu vois, et je travaillais un peu dans la zone de Madian-Salaya, entre les Mornes et la mer.
Et j'ai connu une femme, une Mambo, qui ressemblait beaucoup à celle que j'ai décrite dans Claire de Mambo. Et j'ai fantasmé ce roman à une époque très particulière aussi. C'était l'époque du CMG, l'époque du déchocage, après le départ de Jean-Claude Duvalier, avec toute cette troupe de candidats à la présidence, les uns plus fous que les autres. Et j'ai créé ce roman pour moi assez spécial. Vous êtes l'un des rares auteurs haïtiens et comment dire, vous avez créé des personnages avec qui on s'attache. On peut citer Sonson Pipiri, Albert Buron, et il y a l'inspecteur Zeswalou et Azemar, il y a d'autres personnages encore. Donc, comment arrivez-vous à créer ces personnages avec lesquels vos lecteurs et vos lectrices s'attachent? C'est rare dans la littérature haïtienne. En fait, je crée ces personnages à partir des personnages que j'ai connus, des personnages qui m'ont marqué. Et je vais donner l'exemple de personnages. J'aime souvent dire que c'est la femme de ma vie. Elle est dans un roman, c'est Hérodiane de Saint-Glamer. Parce que j'ai créé ce personnage féminin, c'est une fusion de plusieurs femmes que j'ai connues, entre autres ma mère. Par exemple, ma mère m'a raconté un épisode qui l'a marqué, et Hérodiane va avoir cette même expérience. À un certain moment, Hérodiane, je ne me rappelle pas trop, mais elle pleure, elle me rappelle pas trop ce qui est arrivé. Elle rentre dans l'église de son école, elle s'assied devant une croix et elle se met à prier. Et il y a une religieuse qui passe et qui la regarde prier et qui lui lance: noir comme tu es, comment veux-tu que Jésus t'aime? Et cette religieuse était noire comme du charbon. Elle lance à Hérodiane, qui est une belle jeune fille noire, elle voit qui pleure devant le Christ, elle lui dit: mais noir comme tu es, comment veux-tu que Jésus t'aime? Et c'est ma mère qui m'a raconté cet épisode. Ma mère m'a dit: c'est quelque chose qu'il a mis dos à dos avec l'Église. Elle a été tellement choquée quand cette religieuse lui a lancé ces mots. Elle s'est levée, elle est partie en courant et en pleurant beaucoup plus. Voilà. Donc, c'est tous ces épisodes, toutes ces choses qu'on a entendues, et puis à partir de ça, on fait une fusion de personnages. Donc, Hérodiane et Joshua Loazémon, ce sont tous des fusions de personnages que j'ai connus. Tout à fait. En fait, votre littérature, c'est tout ça. Je ne vais pas dire l'exagération, mais on pourrait tenter de le dire. Vous créez des personnages qui ont un caractère exubérant même. Bon, enfin, je ne l'écris pas trop, je les façonne à partir du réel, à partir de tout ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. D'ailleurs, même Albert Buron, c'est un directeur que j'ai fréquenté pendant 2 ou 3 années au ministère de la Planification. J'ai mis du temps avant de le dire, mais c'est quelqu'un qui est connu. Moi, il était exactement Albert Buron, et à chaque fois que j'écris Albert Buron, c'est ce personnage que je vois. Donc Daniel va peut-être dire un extrait d'Albert Buron. Alors Albert Buron, il est tout, il est fonctionnaire, il est directeur, il est à la présidence, bref, c'est un fondu de... Mais enfin, vous êtes une lumière, hein? Vous qui avez connaissance des grands secrets de cette terre, je vais avoir une réponse claire et précise. Oh, petit point, clair et précis. Vous n'en donnez pas ainsi aux esprits, mon cœur. Ils répondent comme ils veulent. C'est à nous d'interpréter.
Ouais, alors, vous interprétez de manière claire et précise si les esprits clairs et précis ne le sont pas. Bon, parlez-moi, petit garçon. Sans raison qu'on est. Non, madame, important en pire. Vous m'êtes cruel. Alors, voilà avec l'enfant. Autant de faire vaguer courant 24 sur 24 dans 24 mois. Tenez ça, oui, petit peu. Oui. Si on est comme conseiller, t'as dit au petit plutôt dans 22 mois, 22 heures sur 22. Je vois. Le 22. Ce chiffre sacré qui nous a traversé. C'est vrai ce que vous dites, hein? Mais si le président a dit 22, il a couru derrière. Hein? C'est ça, ça t'a cherché. Bon, en tout cas, plutôt 22 à passer 24. Mais notre président peut savoir des choses que nous ne connaissons pas. Alors posez la question aux esprits. Dans 24 mois, aurons-nous l'électricité 24 heures sur 24? Mais c'est pas les créoles, non. Pas de problème. Dès qu'on va à l'école, hein, bon, très bien. Je formule ma question. Est-ce que dans 24 mois, on a des courants 24 heures sur 24? Je m'a posé question, esprit a essayé, ouais. Il a regardé, petit peu, il a regardé. Mais c'est vrai, mais bon, ça c'est vrai. Le macaron, petit peu. Qui j'en ai pas ouais? Fait noir, le macaron. Qui j'en fais moi, le macaron? Non, ouais. C'est des lumières. C'est pas des lumières. Le macaron, il n'y a pas de couleur. Bah, c'est complètement de l'enfer. Besoin qu'on ait si à des lumières dans 24 mois. Mais, on dit esprit pas qu'à ouais, peut-être qu'il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de courant. C'est ça, oui, là. Mais, il n'y a pas de courant 24 heures sur 24 dans 24 mois après. Ma mère parole dans la bouche, esprit dit, pas de courant pour nous, ouais. Le nom fait moi. Mais, il n'y a pas c'est ça, mais l'enfer. C'est pour le président, à bailler esprit au courant. Bon, 24 heures sur 24 tours. Alors, c'est comme ça que nous fait. Et je vous mets un esprit du Kounia, si avec courant 24 heures sur 24 dans 24 mois, c'est Kounia pour bailler un petit courant. Mais l'enfer, c'est plus facile de donner du courant 24 heures sur 24 dans 24 mois à un pays qui n'a pas de donner du courant à des esprits. Hein? Alors, il y a un bail loin esprit courant. Et tout à inventer nos tel courant. Eh bien, c'est ça, oui. Un pays où les esprits ne peuvent pas voir quelque chose d'aussi simple, peut-être qu'il n'y a pas de courant, alors nous sommes mal partis dans l'enfer. Hein? Nous avons de l'eau. Esprit n'y a pas de courant, eh bien, dans 24 mois, dans l'enfer, c'est nous, esprit, qui vont demander où est pour nous. Et les arts, on a fait un pile combat esprit. Président Noir, loin, en pile. Monsieur la banque, commencez à étudier qui est un bon esprit payé, qui est un bon esprit fait transfert, déposé par le banque. Non. Encore plus fort, c'est merveilleux. Hein? Le théâtre de Marseille est merveilleux. Votre littérature aussi. Alors, chaque fois que j'écoute Daniel interpréter le bureau,
pour moi, c'est quelque chose de fascinant parce qu'on a travaillé plus de 10 ans hein, avec Albert Bureau, on a fait des choses extraordinaires. Et la question qu'on nous a toujours posée, mais est-ce qu'on nous a menacé? Le drame, c'est que chacun pense que c'est l'autre qui est le bureau, lui qui ne l'est pas. Voilà. Donc, je vais encore vous parler de ce roman qui m'a beaucoup marqué, qui est À l'envers du parallèle. Et on a fait le montage avec Daniel. Alors, en fait, à signaler, c'est que pour écrire Anastase, on réécrivait la pièce pendant qu'on écrivait. Donc, ce qui fait qu'on ne savait pas comment la pièce allait se terminer. À chaque fois, chaque samedi, ben, il vient et me donne un petit bout, jusqu'à ce que j'ai dit, bon, ça y est, j'arrête là. Et puis, mais non, ça ne peut pas. On a beaucoup de discussions. En fait, quand il a trouvé ce qu'il a dit, regarde, il faut arriver ici. Donc, c'est comme ça. Il y a ce phénomène. Oui. Alors, pourquoi je voulais parler d'À l'envers du parallèle? À l'époque, on avait dit que c'était un roman prophétique. C'était en 2001. Et en fait, ce qu'on vit actuellement, c'est encore 2001. Et on se demande même, est-ce que 2001 n'était pas pire que 2022? Parce qu'en 2001, c'était extraordinaire. Il y avait aussi des gangs partout. Il y avait plus d'une centaine de gangs sur le territoire à cette époque. Même là, quand on allait au Cameroun, pas de descendre tout ça. Tu vois? Mais les gens ont oublié. On pense à 2022, et sauf que depuis 2001, on a tiré la sonnette d'alarme en disant que si on ne fait pas quelque chose, mais côté de la planète. C'est une métaphore. Et les miroirs qui deviennent aveugles, les lettres, les phrases qui s'inversent, en fait, nous sommes. C'est tout ça, tu vois. Donc, c'est une métaphore pour dire que nous allions dans un espace de folie suprême. Et nous la donnons gounière, mais sauf que ce n'est pas joli par hasard. Les gens pensent que ce que nous vivons maintenant, c'est quelque chose qui... Non, pas du tout. C'est une construction, c'est une déconstruction qui a commencé il y a des années. 2001, bien sûr, il y a plus de monde qui était dans le pile, toujours actif, oui, c'était la même. Mais 2001, il y a des choses qui se sont passées. Comme l'histoire de cette jeune femme qui s'appelle Marie-Christine Jeune. Le président avait exigé qu'elle serre la main à un chef de gang et elle a dit non. On l'a trouvé assassiné, violé 3 jours après son pile fatwa. Mais c'est une histoire qui est documentée. 2001, c'était une époque extraordinaire. Donc, sauvage. Une époque de terreur en 2001. Et quand j'ai écrit À l'envers du parallèle, j'étais aussi dans un état de dépression pas possible, de voir ce que ce pays devenait. Oui, c'est Anastase, tout le monde attendait l'arrivée des corps ouvert, et comme aujourd'hui on attend. Exact. Oui, exact. La même chose. Donc vous c'est un boucle temporel, c'est une boucle temporelle, tu vois, on tourne, toujours la même chose. La même chose. La folie, vous êtes tenté de décrire cette folie. Oui, d'ailleurs, le prologue de votre roman, de ce roman À l'envers du parallèle, débute par une scène dans laquelle il y a un fou. Oui. Et la folie est pour moi, c'est un thème récurrent dans pratiquement toute mon œuvre. Et même dans Buron. Buron, j'ai beaucoup travaillé avec la folie dans Buron. Il y a énormément de passages où c'est la folie. La folie pure. Quand je prends Banal Oublié, quand je prends La Nouvelle Tête, c'est la folie, tu vois. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les fous. Parce que nous sommes dans un pays où le fou n'est certainement pas celui qui est dans la rue, à pieds nus. Non. Les fous ne se reconnaissent pas. Les vrais fous, ils sont presque comme nous, hein. Ils n'en sont pas conscients.
Ne sont pas conscients, oui, exactement. Et même ceux qui les fréquentent ne sont pas conscients que ce sont des fous. Donc, je voudrais. Donc, nous avons monopolisé le dialogue, je dirais le trilogue, mais je voudrais donner la parole au public, à vous qui êtes présents. Donc, je ne sais pas si vous avez une question, vous qui connaissez la littérature de Gary Victor. Et donc, la parole est à vous. À poser en question à Gary Victor. Je n'ai pas précisé parce que le plus souvent, les titres des romans de Gary, ce sont des figures géométriques. Est-ce parce que c'est un champion d'échecs? Alors qu'on est toujours à l'angle des parallèles, le théâtre des échos fidèles, il y a toujours ça. Voilà. Donc, il y a toujours des figures géométriques pour les titres des romans de Gary. Est-ce parce qu'il est le champion d'échecs ou bien? Eh bien, nous pourrions parler de votre passion pour le jeu d'échecs et comment ça influence votre littérature. Est-ce qu'il y a un lien entre votre littérature et votre passion pour les jeux d'échecs? Bon, difficile de dire s'il y a un lien entre ma passion pour ce jeu et mon écriture. Mais ce qui est certain, quand on est un joueur d'échecs, quand on est un champion d'échecs, ton cerveau fonctionne d'une autre manière. Ça veut dire que tu es constamment dans la logique. Tu es un peu moins dans l'émotion. Tu vois? Et quelle que soit la situation que tu vis, tu essaies de comprendre cette situation, d'aller au-delà de cette situation. Tu vois? Et comme j'aime dit, un écrivain, il n'écrit pas ce qu'il voit, qu'il a écrit sur les murs, il écrit ce qu'il devine qui est derrière le mur. Parce que tous les êtres humains portent des masques. Ce que nous voyons de quelqu'un, la plupart du temps, n'est qu'un masque, n'est qu'une construction. L'individu se construit pour paraître à son avantage devant tout le monde. Mais cette personne, qu'est-ce qu'il est vraiment? C'est qu'elle est tout seul dans sa salle de bain, dans sa chambre à coucher. Toutes les portes sont fermées, toutes les fenêtres sont fermées. On ne peut pas s'allier de ça. Pas de monde qui a regardé. Tu vois? Et souvent, même l'individu ne se connaît pas lui-même. La preuve, comme les philosophes le disent, connais-toi toi-même. Ça peut te prendre des années. Mais une vie ne peut ne pas suffire pour qu'on puisse se connaître. Tu vois? Donc, nous avons parlé de pas mal de vos romans, dont... Il y a un texte que j'aimerais que Daniel lise pour vous. C'est une nouvelle qui est dans dossier interdit. Alors, ce que j'aime beaucoup dans cette nouvelle, c'est que vous allez voir, il y a énormément de choses qui se passent. Non seulement les croyances, non seulement certains temps de notre société, la question de couleur, par exemple, comment on voit un étranger en Haïti, quand il arrive, ses relations avec les femmes, tout et tout. Bref, bon, je vais laisser Daniel lire ce texte qui va vous plaire et qui pourra un petit peu alimenter la discussion. Je m'appelle Éloi, je suis breton. Je suis tombé amoureux d'Haïti dès mon premier voyage, il y a de cela 20 ans. J'aime encore plus ce pays depuis ma rencontre avec Maculène, une Gonaïdienne qui a eu raison de mon cœur le temps d'une soirée dansante au rythme de cet orchestre qui m'enchante toujours, le tropical. Elle est belle et envoûtante, ma Maculène. C'est la déesse noire de Melbourne. L'aboutissement du long périple qui m'a amené de Brest à Cotonou, de Conakry à Brazzaville, de Cayenne à Port-au-Prince. Avant Maculène, je n'avais que des relations sans lendemain. Peut-être parce qu'au fond de moi, je savais qu'une femme m'attendait. Celle qui aurait dû un jour recueillir mon dernier souffle. J'ai vécu des moments de rêve avec Maculène, ma femme,
Avant de la rencontrer, je souffrais d'insomnie. Je ne parvenais à m'endormir qu'au petit matin pour très peu de temps. Depuis que je l'ai épousée, j'ai retrouvé le sommeil. C'est le plus beau cadeau qu'elle m'a donné. Tout allait à merveille dans ma vie. Une femme adorable, une excellente situation dans une grande entreprise, même si j'étais parfois gêné de savoir que la couleur de ma peau jouait beaucoup dans le prestige dont je jouissais. Or, je contournais mon sentiment de culpabilité en faisant le plus possible de bien autour de moi. Bon, j'en avais l'occasion avec la famille de Maculène. Ma femme devait prendre soin d'une famille nombreuse et très pauvre. C'est toujours notre problème à nous, étrangers, quand nous épousons une haïtienne. Nous préférons souvent les Noirs, mais dans cette République noire, ce sont toujours les Noirs, les pauvres et les oubliés. Ma vie a commencé à prendre un autre tournant à cause précisément de ce sommeil que je désirais depuis tant d'années. Je me mis à faire constamment le même rêve. Ce n'était pas un cauchemar. Je me voyais cheval, lancé au galop dans une savane dont l'horizon était un champ de canne, me fuyant en même temps que j'avançais. Dans le rêve, la vitesse me grisait, mes symboles étaient des ailes. Je sautais par-dessus les collines, les étangs, parfois d'étranges créatures me prenaient en chasse. J'arrivais avec une facilité déconcertante à les semer. À la fin du rêve, l'horizon se figeait. Je comprenais que j'arrivais à destination. À ce moment, je me sentais une frustration, une grande fatigue. Je recevais un coup de fouet sur le dos, puis j'oubliais tout. Je me réveillais fatigué, courbaturé, comme si je venais de courir des kilomètres. Ma femme, elle, dormait toujours paisiblement à mes côtés. Quand je lui racontais ce rêve récurrent, elle me recommandait, un sourire sur les lèvres, de jouer à la loterie. Bon, j'ai suivi son conseil, mais après avoir perdu une petite somme d'argent, prudemment, je m'abstiens de jouer à ce jeu si prisé des Haïtiens. Quand je revenais voir ma famille en Bretagne, je m'usais alors un mois au pays, mes insomnies recommençaient. Et il y avait peu de place dans mes rapides sommeils pour ce rêve curieux. Un jour, j'ai rencontré en France un ami devenu psychologue de grand renom. Il accepta de me recevoir pour que je lui parle de ce rêve dont la récurrence me perturbait. Il conclut que la vie vagabonde me manquait. J'avais passé ma vie à voyager, à changer de cieux. Mon inconscient, semble-t-il, réclamait la liberté. Alors, depuis mon mariage avec Maculène, je m'étais sédentarisé. Il n'y avait pas un voyage avec elle. Me conseilla mon ami, ce sera une belle occasion pour votre couple. Un soir, à une réception chez Sophie, une amie travaillant à l'ambassade, on me présenta un Haïtien. On me murmura à l'oreille qu'il était le chef d'une agence très secrète spécialisée dans les enquêtes non classées. Une manière très pudique de parler des affaires prétendues inexplicables, surnaturelles. Il s'appelait René Wadi. La maîtresse des lieux me fit comprendre qu'il pouvait m'aider à déchiffrer ce rêve qui m'empoisonnait maintenant l'existence, car il se répétait plusieurs fois par semaine et me laissait si courbaturé que je pouvais à peine me rendre au travail. René Ouari me demanda si je consentais à ce que nous parlions en privé. Plus par curiosité, j'acceptai. Sophie me conduisit dans une petite chambre à l'écart, de l'agitation de nombreux invités. Ouari me posa un tas de questions que je jugeais anodines, mais il m'examinait avec attention, comme s'il cherchait à me
radiographié. Ensuite, il me demanda de retirer ma chemise pour voir mon dos. Amusé, je tomberai. Il posa un doigt en un point bien précis de ma colonne vertébrale. Une violente douleur me projeta au sol. Mes mains et mes pieds comme transformés soudain en pâte et en sabot du cheval que j'étais dans mon rêve. Et cela n'a duré qu'une fraction de seconde. Je reviens à moi, me redressant presque en colère. Qu'allez-vous faire? Criai-je. Ben, dit Wally, imperturbable. Je vous ai sauvé la vie. Comment? Lui demandai-je. Vous le saurez bientôt, dit l'haïtien, avec un sourire énigmatique. Il nous annonça qu'il devait rentrer chez lui. Je regagnai également bien vite mon domicile. Maculène dormait déjà. Je commençai à lire, le sommeil m'emporta avant que je n'ai fini le premier chapitre. Je me vis encore cheval. Je filais à la vitesse de l'éclair dans la savane. Le champ de canne à l'horizon, d'horribles créatures tentaient en vain de m'arrêter. Je ralentis ma course car l'horizon cessait de fuir devant moi. Je compris comme dans tous les rêves précédents que j'étais arrivé à destination. Mais cette fois, je savais que j'allais recevoir un coup de fouet. Je me rappelais le doigt de René Wally sur ma colonne vertébrale. L'intense douleur qui m'avait terrassé, je me mis à hurler avec toute ma force, comme le fait dans un rodéo le cheval voulant se débarrasser de son cavalier. J'entendis un cri et me réveillai aussitôt, me retrouvant non pas dans mon lit, mais dans une sorte de clairière. Je prenais forme humaine, j'étais nu. Je vis Maculène hurlant aux prises avec je ne sais quoi, probablement cette créature qui nous poursuivait. En proie à une terreur, il m'est impossible encore aujourd'hui de décrire. Je m'enfuis, cherchant à retrouver la vitesse de la créature que j'étais dans le rêve, la créature ayant servi de monture à la femme que j'aimais, Maculène, mon épouse. Je ne suis pas revenu chez moi. J'ai recherché refuge dans le premier poste de police. J'appris que je me trouvais à plus de 100 km de mon domicile. J'avais gardé en tête le numéro du haïtien, ce René Wally qui devait être responsable de cette nuit de ma prise de conscience. Cela faisait des années que cela durait. Je préférais l'attendre des heures de peur de partir seul sur la route haïtienne. Redoutant la réaction de mon épouse, car j'avais découvert ses terrifiants agissements. René Wally vint me récupérer et me recommanda de me mettre à couvert le plus loin possible au-delà de l'océan. J'ai quitté Port-au-Prince un mardi soir. J'avais le cœur gros. Le mystère de ce câble d'île m'avait terrassé à travers mon amour pour une femme. Être le cheval de Maculène a été malgré tout mon expérience la plus fascinante. Encore aujourd'hui, je rêve de son corps, aux senteurs de jument, de ses torrides caresses, les belles qui sont chevauchées dans la savane. Maculène, reviendrai-je un jour, malgré tout? J'espère que vous avez compris très bien cette nouvelle que j'adore. Okay. C'est un retour d'une certaine école, donc on a débattu ça, là où on commence à sceller au monde. Donc c'est l'histoire de cet étranger qui a épousé une femme, et puis cette femme le scellait chaque fois. Donc en plus, le monde a besoin de voir ça, et pareil, mon pote, pour c'est une croyance haïtienne.
Attention, on ne peut pas serrer, nous. Homme, femme. Donc, moi, c'est une fois, c'est bon, j'ai écrit cette nouvelle que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il y a certaines légendes, certaines croyances qui sont capables tellement de faire des nouvelles, des histoires extraordinaires. Il y a plein, mais malheureusement, c'est de la piste des sortilèges. De la piste des sortilèges, exactement. Mais sauf que, comme je dis souvent aux participants des ateliers d'écriture, et on a tendance chez nous, peut-être nous sommes tellement plongés dans l'imaginaire, dans le fantastique, donc on ne voit plus cette chose. Ça devient anodin, tu vois. Alors qu'il y a tellement de sujets, tellement de choses qu'on raconte qu'on pourrait faire des tonnes et des tonnes de nouvelles, de romans. Est-ce là le réel merveilleux, le réalisme merveilleux ici? Est-ce votre conception? Bon, moi j'aime pas trop le terme de réalisme merveilleux parce que chez nous, le réel, il est. Le réel, il n'y a pas de réel merveilleux, il y a un peu de réel. Il y a le réel haïtien. Il y a exactement le réel haïtien. Par exemple, de dire le réel merveilleux pour un haïtien, ce serait de dire que les loups-garous n'existent pas. Là, on serait dans le merveilleux. Mais le merveilleux veut dire quelque chose auquel on ne croit pas. On franchit une frontière et maintenant que chez nous, tous ces trucs sont réels. La métamorphose, le monde scellé, c'est réel. Oui, vous n'êtes pas le seul à avoir cette conception du réalisme merveilleux. Il y a Aléo Carpentier dont cette édition a réédité une œuvre, et le royaume de ce monde. Donc il parle de ça également. Et le réel merveilleux haïtien, c'est tout simplement le réel haïtien. Purement et simplement. Oui. Parce que chez nous, il n'y a pas de frontière entre l'imaginaire et le réel. Tout est confondu. On a même l'impression que l'imaginaire a totalement colonisé le réel. Moi, je peux donner un exemple très simple. Peut-être que certains vont être un peu surpris. J'en discutais avec des amis journalistes locaux. C'est le gouvernement de la République dominicaine, à Waname. Moi, quand on est les réseaux sociaux, je dis, mais c'est comme extraordinaire. Le problème de la Dominicanie, c'est quelque chose qui peut se faire les réseaux sociaux. On est en tête de gouvernement, tout ça va passer. Mais la presse ne fait plus. Ne parle que de ça. Mais pendant ce temps, vos bagages réels qui passent dans le pays, qui 1000 fois plus réel. Vous ne pas qui bout pour prendre, la presse n'a pas. Le bon exemple, c'est qui a passé Morgane. J'avais déjà un dégon qui, petit à petit, prenne le territoire. Ça l'a donné qu'à nous carré longtemps, mais pas ça qui a passé là. C'est réel. Tout le monde est dans l'imaginaire dominicain, mais pendant la réalité, tout le monde l'oublie. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces 20, 40 millions qui ont des hommes en main, qui ont pris tous ces territoires pour faire au cadeau? Et ils ont continué pour toujours. Il va arriver à agresser, il va arriver à aller au Ghana. Et de plus en plus, personne n'en parle. Tu vois? Donc c'est le même problème. On est dans un imaginaire, on fantasme et que la réalité, on l'oublie. Et c'est cette réalité qui va nous, comme disait Michel Foucault, pour rentrer la caille. Ce n'est pas Dominique qu'on va demander autorisation pour rentrer la caille. Non, c'est chef d'homme qui chef d'homme haïtien. Comme les hommes qui chef d'homme, mettent à dominer la caille à soi. Monsieur Victor, nous allons bientôt terminer, mais il y a deux questions auxquelles vous allez répondre. Donc, et la première, ce sera la mienne, et l'autre, ce sera un lecteur du public. Donc, ma question, c'est, vous avez parlé tout à l'heure de vos relations avec
et les éditeurs, notamment Vandayer et Philippe. Nous voudrions que vous parliez de vos relations avec les éditeurs haïtiens, notamment cette édition. Bon, ce sont des relations totalement différentes. Le grand problème que j'ai avec les éditeurs étrangers, c'est que, premièrement, ils font un mépris complet du lectorat haïtien. Pour eux, il n'y a pas de lectorat en Haïti. La preuve, c'est que plein de livres d'auteurs haïtiens sont à l'étranger. Les miens, par exemple, en plus certains éditeurs haïtiens qui sont à Montréal. Tu n'as pas un de mes livres en Haïti. C'est vrai que ça coûte cher, c'est en euros, il faut envoyer les livres en Haïti. Parce que c'est vrai. Mais le fond du problème, c'est que pour eux, il n'y a pas de lecteurs en Haïti. Le marché haïtien ne les intéresse pas. Donc alors ils te font signer un contrat en disant qu'ils prennent tous les droits, et puis ou même tu es en Haïti, et puis finalement. Mais le drame dans tout ça aussi, c'est qu'il y a plein d'auteurs haïtiens. Ceux-là qui est intéressé aussi, et puis il y a Paris, puis il y a l'étranger, pour publier l'autre bord, mais en fait, le lecteur haïtien ne les intéresse pas aussi. Ils veulent simplement avoir une certaine autorité à l'étranger. Moi, dès le départ, j'ai toujours fait le choix du lectorat en Haïti. Donc, moi, ça m'a toujours emmerdé le fait que mes livres ne soient pas disponibles en Haïti. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé que ma collaboration avec Cédouard a été profitable. Parce que grâce à Cédouard Édition, mes livres ont pu être disponibles partout. Que ce soit à Port-au-Prince, que ce soit au Caire, au Gonaïves, au Cap. Et c'est ce qui fait le contrat que j'ai signé avec Philippe Ray, mon prochain livre qui doit sortir en mai en France. J'ai exigé que ce roman soit, je garde les droits pour Haïti. Et ce roman sera édité aussi en Haïti à Cédouard Édition. Et je recommande à tous les jeunes, à tous ceux qui publient à l'étranger, de garder leurs droits pour Haïti. Vous avez bien fait, on dit souvent dans la presse que vous êtes l'auteur haïtien le plus lu en Haïti. Donc c'est intéressant. Et l'autre question? C'est dommage de ne pas parler de Jamina. Et le est riche, immense. Et on va parler. Daniel vient de dire que c'est dommage qu'on n'ait pas parlé de Jamina. C'est une expérience. Une expérience que j'ai faite. Bon. En fait, Jamina, j'ai publié une centaine de contes avec Jamina, c'est une petite fille de 8-9 ans, et avec laquelle j'ai fait tellement de choses, j'ai traité tellement de thèmes d'environnement, la politique, tout avec Jamina. Et c'était dans Ticket Magazine, quand on m'avait demandé de faire quelque chose pour les enfants. En fait, ma première fille s'appelle Jamina, je me rappelle qu'elle avait 6-7 ans. Je savais que son père était écrivain, me lisait tout le temps. Papi, raconte-moi une histoire, mais je veux que ce soit moi qui soit l'héroïne. Et chaque soir, je lui racontais une histoire, c'était elle l'héroïne Jamina. Donc, quand on m'a demandé d'écrire des contes pour enfants, immédiatement, j'ai dit, bon, mon héroïne va s'appeler Jamina. Et ça a été vraiment un grand succès. Jusqu'à présent, je continue à publier Jamina à Cédouard Édition. Oui, je rappelle pour vous qu'il y a à Cédouard Édition Jamina ou la corruption expliquée aux enfants. Il y a les aventures de Jamina et 1. Et il y a également la série Jamina dans Cédouard Hebdo, la revue hebdomadaire de Cédouard Édition. Donc, on passe à la dernière question, qui est... Il y a deux. Ok, bonsoir. Donc, étant donné que c'est Gary pour lui-même, donc ma première question se porterait alors sur cette histoire de réalisme et de réel merveilleux. Donc, est-ce que Gary se voit dans une poétique? Et est-ce que si Gary se définit comme écrivain, et comment Gary se définirait-il comme écrivain? Bon, moi j'aime à dire que je suis avant tout un lecteur.
J'ai été un grand lecteur et je continue à être un grand lecteur. Donc, quand j'écris, je veux être un lecteur. Donc, j'aime écrire de bonnes histoires. J'aime créer de bons personnages. J'aime créer des univers fabuleux. Donc moi, je me vois avant tout comme un créateur, comme un Dieu. Je crée des personnages, je crée des univers, je fais ce que je veux avec les univers, je fais ce que je veux avec les personnages. Peut-être même que je respecte mes personnages beaucoup plus que Dieu, parce que je ne les ai jamais noyés dans un déluge. Tu vois? Donc, ça raconte. Et ça raconte une histoire. Tu vois, mes Dieu. Bon, parce qu'en fait, comme j'ai dit, je n'ai jamais rêvé à devenir un écrivain. Je n'ai jamais pensé que je deviendrais un écrivain. Mais sauf que mes histoires plaisent. Les histoires plaisent énormément. Je viens de publier, par exemple, Le Violon d'Adrien, qui est encore un exemple d'autofiction où je suis parti d'un épisode de ma vie. Tu sais, ma douleur de n'avoir pas pu continuer quand j'avais 13 ou 14 ans. Et j'ai construit un roman à partir de cette question. Monsieur Nicolas, on va faire quelque chose d'exceptionnel. On accorde une minute pour la question et 1 minute pour la réponse. Donc la dernière question, c'est 1 minute et votre réponse sera dans 1 minute. Bon, bonsoir tout le monde. Ma question est un peu personnelle, mais toujours en rapport avec vos romans. Est-ce que vous êtes vaudoupi? Parce que vaudouisant. Parce que en lisant Le Sang et la Mer, j'ai eu des frictions dans tout le corps. Quelqu'un m'a dit un jour, le vaudou ne s'apprend pas dans les livres, ça se vit et ça se sent. Non, je ne suis pas vaudouisant. Bon, alors c'est ce que bon. Je ne sais pas qu'est-ce que tu entends par être vaudouisant. Et comme j'aime à dire, il y a la culture vaudou, il y a la culture chrétienne. Quelqu'un peut être athée, mais il est de la culture chrétienne. On peut ne pas être vaudouisant du tout, donc on est dans cette culture. Nous tout haïtiens, nous dans la culture vaudouan. De bon côté, nous entendons un bus sur tête carrée aujourd'hui. De bout en plus sous tête caillou et pour aller plus, c'est que tu es la culture vaudou. Tu vois, si par exemple tu es en plein de la campagne et puis tu vois une boule de feu qui si tu dis c'est un soucoupe volant, tu es dans la culture et technologique du 21e siècle. Si on dit boule en l'air, c'est le garou pour la culture vaudou. Tu vois, donc il faut faire une différence entre la religion et la culture. Moi, par exemple, comme écrivain, j'adore la culture vaudou. C'est croyant, c'est mythe, c'est personnel, c'est comme la mythologie grecque. Tu vois, la mythologie vaudou est aussi belle que la mythologie grecque. Mais ça ne veut pas dire que parce que j'adore la mythologie vaudou, je suis vaudouisant. La mythologie chrétienne, elle est extraordinaire aussi. Quand tu prends l'histoire du déluge, l'histoire de Job, l'histoire de Papa, tout ce qu'on a construit, c'est la culture chrétienne est aussi extraordinaire. Mais ça ne veut pas dire que tu es chrétien à cause de ça. Tout le monde fait la Pâque, on fait la Noël, mais tu peux être athée. Tu fais la Noël, tu fais la Pâque, etc. Mais tu peux être athée. Mais tu es de la culture chrétienne. Donc il faut faire la différence entre religion et culture. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette causerie. Donc, vous venez d'assister à Gary Victor qui a parlé de lui-même, de son œuvre. Et son œuvre est disponible à cette édition, en tout cas une partie de son œuvre. Et vous avez 20% de réduction aujourd'hui. Et donc, nous lui disons merci, M. Victor. Et nous remercions également Daniel Marcelin qui nous a émerveillés. Donc le rendez-vous, ce sera le 25 octobre pour notre activité à cette salle avec Marie-Xavier sur la question de la lecture. Donc nous vous invitons et nous vous remercions encore une fois d'avoir pu faire cette activité. Et je voulais vous demander d'applaudir
Gary Victor, Daniel Marcin et vous. Thank you.